Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre premier cours d'histoire à distance sur ma chaîne. Je sais que je vous avais dit qu'il y allait avoir 2 vidéos d'histoire par semaine. Finalement, il va en avoir uniquement un. Puis l'autre, ça va être une vidéo de géographie. En même temps, ça va vous enlever, comment je pourrais dire, le fardeau d'avoir 2 cours d'histoire, l'un à la suite de l'autre dans la même journée. Au moins, ça va faire une petite variante. Puis de toute façon, moi, j'ai décidé de ne pas faire les cours en direct, vous permettant ainsi de ne pas avoir nécessairement un calendrier ou un agenda hyper rigide. Fait que vous allez pouvoir écouter cette vidéo-là lorsque vous aurez un peu plus de temps. Fait que ça vous permet de gérer un petit peu mieux votre horaire. Bref, on va passer au chapitre 3. J'espère que vous avez tous soit votre livre version papier ou que vous êtes inscrit sur P. Pearson en ligne. Si ce n'est pas fait, je te conseille de le faire là. Ensuite, écoutera la vidéo. Donc, on va parler de la révolution industrielle. Je sais qu'on a parlé déjà de 2 autres révolutions qui étaient les révolutions françaises et américaines. Ça s'est passé à la même époque. Toutefois, personnellement, je considère que dans notre quotidien, la révolution industrielle va nous toucher beaucoup plus. Tu peux le voir juste par les photos, c'est des éléments que tu peux voir relativement, pas dans ton quotidien, mais dans la société d'aujourd'hui, quand même assez fréquemment. Donc, des moyens de transport ou des nouveaux outils développés pour la communication à cette époque-là. J'ai donné l'exemple du train avec la machine à vapeur. On croit à tort que le train, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur se retrouve à l'intérieur, mais va être aussi utilisée dans plein d'autres outils que celui du train. Par la suite, dans la photo du centre, tu peux voir justement une usine qui va être développée dans la révolution industrielle avec le travail à la chaîne, mais aussi le travail automatisé. Puis à droite, tu peux voir justement l'urbanisation de cette époque-là qui ressemble à celle d'aujourd'hui. Donc, des grandes usines dans de grandes villes très fortes en population, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a commencé aujourd'hui. Puis quand je te dis que ça touche notre quotidien, je peux te montrer, par exemple, plusieurs inventions, concepts qu'on utilise aujourd'hui qui sont basés à cette époque-là, comme par exemple de nombreux moyens de transport, des moyens automatisés de la machinerie ou des sources d'énergie qu'on utilise à notre quotidien, soit l'électricité pour donner la lumière, mais aussi des moyens de fabrication à la chaîne et automatisés qui a permis la mondialisation puis qui te permet d'avoir accès à des objets que jamais tu aurais pu avoir accès si tu pouvais simplement avoir des outils construits au sein de ta communauté. Tu sais, le fait que tu as un téléphone, un ordinateur, que tu es tout plein de meubles faits de matériaux différents, ben ça, c'est parce qu'on a accès à des matériaux de partout dans le monde, c'est vrai, mais parce que on peut tellement produire puis exporter que ça permet un accès mondial à toutes sortes de produits. Aussi, l'école gratuite et obligatoire pour tous, ça, c'est un concept qui a été aussi développé pendant la révolution industrielle. Donc, le système public qui est instauré dans nos sociétés occidentales et les syndicats, c'est tous des concepts de droit qui ont été acquis à cette époque-là. Tu as aussi l'accès à l'eau chez vous qui te permet aussi d'avoir l'accès à la toilette, d'autres moyens de transport comme l'avion par exemple, tous ces éléments-là que tu peux voir dans ton quotidien, ben ça c'est lié à cette époque-là. Avant de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle, c'est quoi les impacts aujourd'hui, on va parler premièrement de c'est quoi la révolution industrielle, ça s'est passé quand, puis ça s'est passé où aussi. Donc, c'est quoi la révolution industrielle? Je viens de te sortir la définition tirée de l'encyclopédie Larousse, qui est en fait un ensemble de phénomènes, parce que c'est pas juste une invention ou un élément qui a fait la révolution industrielle. C'est vraiment de nombreuses inventions puis mouvements qui ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'est passé au 18e siècle, donc entre 1700 et 1800. Au début, on s'entend là, parce que ça va s'être propagé par la suite jusqu'en 1914, je vais en reparler tout à l'heure, qui a transformé le monde qu'on connaît aujourd'hui avec le développement du capitalisme, donc le concept économique qu'on utilise aujourd'hui dans nos sociétés en général, des techniques de production, donc le travail à la chaîne, le travail automatisé, et des moyens de communication. Puis des moyens de communication, j'entends pas nécessairement juste le téléphone, j'entends aussi des moyens de transport, comme par exemple le train. Donc, c'est beaucoup de phénomènes qui s'est passé entre 1700 et 1800. Là, on parle du début, encore une fois, ça s'est passé jusqu'en 1914. Donc, beaucoup de phénomènes
qui ont développé le concept du capitalisme, puis des techniques de production et de communication, puis ça va avoir forgé la société qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça s'est passé quand? Comme je t'ai dit, le livre E.P. Pearson, Archive 2, établit 1750 comme le début. Okay? Mais ça, c'est relativement discutable parce qu'il y a d'autres sources qui définissent 1760, mais là, comme on est dans ce cahier-là, ça va être 1750, il n'y aura pas de chicane. Donc, on a parlé aussi de la Révolution américaine et française, ça s'est passé pendant ce temps-là. Ça s'est passé relativement dès les débuts, par exemple. Mais on ne parle pas d'une époque complètement différente. Okay? On parle relativement de la même époque. Encore une fois, E.P. Pearson définit la fin comme étant 1914. Donc, ça, c'est le développement à la chaîne de Henry Ford. Aussi, le début de la Première Guerre mondiale. Mais l'élément majeur, c'est vraiment le travail à la chaîne de Ford. Où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé au début en Grande-Bretagne, dans les grandes villes notamment de Liverpool, Manchester, Londres. Toutes ces villes-là ont vu un changement qui va éventuellement avoir touché l'Europe, donc la France, mais aussi qui va avoir atteint les États-Unis et d'autres pays d'Europe, encore une fois, comme l'Allemagne. Tu peux remarquer qu'il y a un point commun entre ces quatre pays-là, c'est que c'est des pays occidentaux. Donc, des pays généralement en tête de liste au niveau économique, un peu parce que ça a été dans les premiers à se développer rapidement suite à l'industrialisation. Okay? Fait qu'ils c'est sûr qu'il y a plein de facteurs comme le colonialisme, la mondialisation, mais l'un des facteurs, c'est parce que l'Occident était en tête de fiche par rapport à ça. Pourquoi maintenant on a eu cette révolution-là? Okay? C'est pas apparu là par magie. Il y a eu des facteurs qui ont fait qu'il y a eu cette révolution-là. Là, quand je te dis des facteurs, c'est pas, OK, c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution. Non. C'est ce qui s'est passé après la Révolution. Non. C'est ce qui s'est passé avant qui a causé la Révolution. Trois facteurs, je les ai mis sous trois thèmes différents. Donc, le terme économique. Donc là, je vais te parler d'argent. Donc, financièrement, au niveau de l'argent, qu'est-ce qui fait qu'on a une révolution industrielle? Ben, en Grande-Bretagne, en fait, c'est vraiment le berceau de l'Empire britannique. L'Empire britannique qui avait de nombreuses colonies partout à travers la planète. Je te l'ai montré avec, comme par exemple, le commerce triangulaire. Ben, l'Empire britannique bénéficie de nombreux avantages face à ces colonies-là. Ils les exploitent un petit peu. Ils exploitent au niveau de leurs ressources naturelles, au niveau aussi de leur population qui se font exploiter. Donc, la Grande-Bretagne s'enrichit beaucoup sur le dos de ces colonies et ces colonies-là, ça va leur permettre d'être des acheteurs éventuels pour ces produits-là. Fait que là, non seulement ils profitent de ces ressources-là, mais aussi ils se font de l'argent rapidement à cause d'elles, mais en plus, ils vont leur vendre les produits que la Grande-Bretagne va faire par la suite. Donc, en Grande-Bretagne, en gros, on a beaucoup d'argent. Ça va faire que notre population est plus éduquée qu'en moyenne la population mondiale. Puis ça fait aussi qu'il va y avoir des hommes d'affaires excessivement riches en Grande-Bretagne. Donc, on va avoir des riches marchands, des commerçants, des banquiers, qui fait qu'ils vont tellement avoir d'argent que eux, lorsque tu veux développer de grandes entreprises, de nouveaux concepts, ça prend des investisseurs. Puis ces investisseurs-là, c'était ces banquiers-là, c'était ces commerçants-là, vu qu'il y avait de l'argent, il y avait de l'argent pour voir de grands projets, puis les financer. Donc, en gros, économique, la Grande-Bretagne avait beaucoup d'argent grâce à ses colonies, et il y avait des hommes excessivement riches à l'intérieur de la Grande-Bretagne. Par la suite, on a eu le facteur agricole et social. Donc, le facteur agricole, c'est que entre 1650 et 1750, on a eu une accélération de la capacité à faire de la nourriture. Okay? Fait qu'on produisait plus de nourriture en gros. Pourquoi on produisait plus de nourriture? Ben, en fait, on avait développé de nouveaux moyens pour produire plus facilement, comme par exemple la batteuse. Ben, la batteuse, comme tu vois, c'est que ça prend sur la photo, par exemple, 3 chevaux et 3 personnes qui sont montrées sur la photo-là pour produire. Ben, tu produis plus avec ce groupe-là que peut-être si tu avais eu 15 personnes à faire le même travail. Donc, tu produis plus avec moins de gens. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que non seulement, vu que tu nourris toute ta population, tu as une augmentation de ta population, fait qu'il y a plus de gens qui habitent là, mais aussi, tu as besoin de moins de monde qui travaille dans les champs. Puis, on l'a vu pendant la période des Lumières. C'est que lorsque des personnes ne sont pas forcées à travailler quotidiennement dans les champs, okay, pour subvenir à leurs besoins en termes de nourriture, ben, ils ont le temps de faire d'autres choses. Comme par exemple, l'époque des Lumières, il y avait le temps de penser, de développer de nouvelles théories, d'écrire, de propager de nouvelles idées. Ben,
c'est un peu ça qui s'est passé avec la révolution industrielle. C'est qu'il y a plus de gens, mais aussi les gens ne sont pas tous obligés de travailler dans les champs. Fait que là, ils peuvent vaquer à d'autres activités, comme par exemple l'artisanat, la production. Puis ils vont penser aussi à de nouvelles façons de faire. Aussi, puis ça va avoir été très important, il va ce qu'on va appeler la loi d'enclosure. La loi d'enclosure ou Enclosure Acts, en fait, ça, c'est en 1760. C'est défini par plusieurs historiens comme le début de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait que la population, une partie, a quitté les champs pour aller en ville. En fait, c'est quoi? C'est que ce que tu vois là sur la photo, c'est un énorme pâturage public à l'époque. Donc, il n'y avait pas à l'origine ces murailles-là pour le séparer. C'était uniquement un grand champ accessible à tous. Donc, les agriculteurs qui n'avaient pas leur propre gros pâturage à eux, parce qu'il y avait moins d'argent, ils amenaient leurs animaux là-bas, un peu en liberté, où est-ce qu'ils pouvaient nourrir, puis tous les producteurs qui avaient moins d'argent allaient là. Maintenant, il s'est passé quelque chose avec les Enclosure Acts, c'est que les agriculteurs qui avaient beaucoup plus d'argent, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont acheté ces pâturages-là publics avant, où est-ce qu'ils étaient communes, mettons. Puis ils les ont mis, ils ont séparé chacun entre eux, ils les ont payés, puis ils ont mis des enclos, des murets autour. Donc ça devenait privé. Fait qu'avant, toi, t'étais un petit producteur, par exemple, tu faisais de l'élevage, tu avais ton élevage de moutons, tu n'avais pas beaucoup d'argent à base. Puis ton seul moyen de survie, c'était ton élevage de moutons. Mais là, tu n'as plus de place où amener tes moutons. Déjà, tu n'avais pas d'argent, tu te fais enlever ta source de revenus, donc tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces producteurs-là une fois qu'on a mis des murs un peu partout dans les pâturages communs? Ben, ils ont voulu trouver un autre endroit où est-ce qu'il y aurait peut-être du travail. Puis ces endroits-là, c'était quoi? C'était des villes. Donc, une énorme quantité de la population va quitter à cause de des axes-là. Ils vont avoir quitté, ils vont aller dans les villes, puis il va y avoir un gros développement urbain. Fait que là, tu as une grosse population parce que tu produis plus de nourriture, donc tu as plus de monde. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi dans les champs, donc sont allées en ville. Fait que tu as plus de monde en ville. Les gens veulent du travail, donc tout est mis en place pour que tu puisses construire une usine puis avoir plein de travailleurs. C'est pas ce qu'ils voulaient, mais c'est ce que ça va avoir donné au final. Ces usines-là, ils vont fonctionner souvent avec de nouvelles inventions. Certaines de ces inventions-là vont avoir été faites grâce à l'invention technologique basée sur le charbon. Donc, une nouvelle source d'énergie, une nouvelle façon de créer de l'énergie basée à partir du charbon va être développée. La machine à vapeur va avoir été inventée par James Watt. Donc, James Watt va avoir inventé la machine à vapeur en utilisant le charbon comme moyen de combustion. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Par exemple, des moyens de transport ou des moyens de production. Je t'ai montré un moyen de transport hyper connu qui est le Poudlard Express, qui est un train à vapeur. Donc, encore une fois, la machine à vapeur, c'est pas le train. La machine à vapeur est dans le train. Comment fonctionne la machine à vapeur? Bonne question. Je t'ai montré un graphique hyper scientifique que je vais t'afficher là. Donc, ce graphique-là, j'ai essayé d'y aller le plus simple possible, pour que ça soit pas mélangeant. Mais c'est pas moi qui l'ai dessiné, parce que si c'est moi qui l'avais dessiné, ça serait sûrement encore plus laid. Vous me connaissez. Donc, juste ici, tu vois qu'il y a notre charbon hyper bien dessiné qui va être en combustion, donc qu'on va mettre en feu, en fait. Ça va réchauffer l'eau qui va se trouver là, qui va créer de la vapeur, donc steam. Cette vapeur-là va faire bouger le piston avant-arrière, qui va faire bouger les roues, puis tu vas pouvoir avancer. Ça, c'est ce qu'on utilise pour faire avancer le train. Mais il va y avoir aussi d'autres fonctionnements, d'autres utilisations qu'on va en faire. Je vais juste te montrer un peu le fonctionnement de la machine à vapeur au niveau un peu plus visuel, où est-ce que ça bouge. Donc, la vapeur va être en jaune ici. Tu vas voir que là, on ne voit pas le charbon, on ne voit pas l'eau, on voit juste la vapeur arriver, qui est jaune. Donc, lorsque la vapeur arrive, ça fait bouger le piston, qui fait bouger la roue. Puis là, la vapeur se déplace de gauche à droite. Puis tu vas voir la vapeur qui va sortir ici. Ça, c'est ce qui est en avant des trains. C'est ce qui laisse partir, c'est la vapeur. Je pense qu'on a compris le concept. Donc, en gros, la révolution industrielle, c'est une nouvelle façon que
que le monde va fonctionner, qui a été basé sur quoi? Sur le fait qu'en Grande-Bretagne, il y avait beaucoup d'argent, donc beaucoup d'investisseurs. On avait beaucoup de nourriture, donc plus de gens. Ces gens-là ont été un peu chassés de leur terre, donc sont allés en ville. Ils étaient prêts à travailler. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler dans des usines qui vont utiliser de la technologie basée à partir du charbon. Puis le charbon, c'est pas de la technologie du passé, là. On l'a vu en géographie, c'est encore 10% environ de l'électricité produite au Canada, c'est l'électricité produite au charbon. Okay? Fait que ça a été utile à cette époque-là, mais ça l'est encore aujourd'hui. Donc là, je vais vous donner, je vous ai donné les pages en fait sur le portail que vous avez à lire. Encore une fois, tu as le temps là. Prends le temps de lire tes pages avant de remplir les questions, s'il te plaît. Surtout que, là je vais ouvrir le cahier, surtout que les questions se trouvent dans les pages de lecture. Fait que ça te piège un peu, il va falloir que tu le lises, tu n'auras pas le choix. Donc la première